Ah, ça y est, ils sont quand même. Est-ce que je peux commencer le cours? C'est bon? Vous recevez l'information? C'est bon? 146. Ils ont dit oui? D'accord. Ok. Voilà. D'accord, merci. Donc, on va commencer le deuxième cours sur l'aplasie médulaire. Hein? Ah si, vous êtes en train de partager l'écran. Hein? Michel. Pour avancer. Ah oui, je clique فيها بركي حكينا. D'accord. Déjà entré ou là? Ok. Donc, qu'est-ce qu'une aplasie médulaire? C'est une insuffisance médulaire quantitative globale par atteinte de la cellule souche hématopoïétique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un déficit quantitatif en cellules souches. Donc, la cellule souche est atteinte et donc il n'y a pas de fabrication de cellules hématologiques par un déficit quantitatif en cellules souches hématopoïétiques. Elle se traduit sur le plan périphérique par une pancytopénie, c'est donc une atteinte des trois lignées, puisque c'est une atteinte déficit quantitatif de la cellule souche, avec une moelle osseuse qui est soit hypocellulaire, donc qui contient très peu de cellules, ou alors qui est désertique, c'est-à-dire qui ne contient pas du tout de cellules. Alors, comment expliquer cette atteinte de la cellule souche? Ça peut être une atteinte endogène, c'est le cas des aplasies médulaires congénitales, c'est-à-dire la personne est née avec un déficit en cellules souches et donc il y a une aplasie médulaire congénitale. Ça peut être une atteinte exogène et c'est le cas des aplasies médulaires acquises qui sont développées au cours de la vie d'une personne. Et cette aplasie médulaire acquise, elle peut être primitive, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas de cause, comme elle peut être secondaire. Et elle est secondaire quand il y a une atteinte soit du micro-environnement, soit quand il y a un conflit immunitaire, c'est-à-dire fabrication par l'organisme d'auto-anticorps dirigés contre les cellules de la moelle osseuse. Alors, donc, l'atteinte de la cellule souche, elle va avoir des conséquences. C'est sur le plan périphérique, sur le plan clinique, donc un syndrome d'insuffisance sanguine, et sur le plan biologique, une pancytopénie. Sur le plan épidémiologique, c'est une maladie rare. Elle est plus répandue en Asie, peut-être probablement en raison des infections virales qui sont observées en Asie, ou alors en raison des émanations toxiques, surtout les produits radioactifs. On observe deux pics de fréquence. Donc, c'est une pathologie soit de l'adulte très jeune, donc entre 15 et 30 ans, et chez le sujet de plus de 50 ans. Elle est rare chez l'enfant et quand elle est observée chez l'enfant, il faut toujours penser à une aplasie médulaire congénitale.
Quels sont les signes cliniques? Alors, le début peut être brutal ou progressif, et les signes, ça va être les signes d'insuffisance sanguine, puisque les cellules sanguines ne sont pas fabriquées, donc ça va s'exprimer par des signes cliniques qui sont le reflet du déficit sanguin. Et il n'y a jamais de syndrome tumoral dans une aplasie médulaire parce qu'il n'y a pas de prolifération de cellules malignes. Donc, on n'observe jamais d'adénopathie, ni de splénomégalie, ni de douleur osseuse. Et c'est un élément très important du diagnostic. Alors, le premier syndrome qu'on observe, c'est le syndrome anémique que vous connaissez tous, avec la pâleur cutanéo-muqueuse et le cortège de signes fonctionnels de l'anémie, la dyspnée, l'asthénie, les vertiges, les palpitations. Deuxième syndrome, c'est le syndrome hémorragique avec un purpura pétéchial et échymotique qui est souvent diffus et étendu, des hémorragies muqueuses, des hémorragies viscérales, donc des gingivorragies, des épistaxis, des ménométrorragies, des hémorragies digestives. Alors, ce syndrome hémorragique, il est souvent spontané, mais il peut être provoqué par un traumatisme minime. Et on peut observer des signes de gravité du syndrome hémorragique, qui sont les bulles hémorragiques endobuccales et l'existence d'une hémorragie rétinienne. Pourquoi? Parce que l'hémorragie rétinienne, c'est en général pardon, un signe annonciateur. C'est un signe annonciateur d'une hémorragie cérébrale. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On a été coupé. Je vais reprendre. Donc, je disais que l'hémorragie rétinienne était un signe alarmant d'une atteinte cérébro-méningée qui est bien sûr une atteinte hautement grave chez quelqu'un qui a un syndrome hémorragique parce qu'en général, quand il y a une hémorragie cérébro-méningée, elle est suivie en général du décès du patient. Donc, c'est un élément de gravité, de haute gravité d'un syndrome hémorragique.
D'accord. Merci. Alors, troisième manifestation clinique d'une aplasie médulaire, ce sont les infections qui sont signalées par la fièvre. Alors les sièges fréquents, c'est les infections ORL, pulmonaires, digestives, ou alors des infections graves généralisées à type de septicémie. Alors, sur le plan ORL, on va avoir des angines ulcéro-nécrotiques, des stomatites, des infections pulmonaires, etc. Et c'est souvent, alors les infections sont souvent la cause du décès du patient. Sur le plan biologique, donc à l'hémogramme, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc une pancytopénie avec une anémie normocytaire normochrome arégénérative, parce qu'il y a très peu de cellules qui sont fabriquées et donc le taux de réticulocytes va être effondré. Anémie normocytaire normochrome parce qu'il n'y a pas de troubles vitaminiques et donc l'anémie elle sera normocytaire normochrome. On observe également une leucopénie avec une neutropénie. C'est ce qui explique les infections et une thrombopénie. Devant ces signes, on est obligé de pratiquer un myélogramme qui va montrer donc une moelle pauvre ou désertique avec une hyperlymphocytose réactionnelle, c'est-à-dire que la moelle est occupée par des lymphocytes parce qu'il y a une fabrication de lymphocytes qui est réactionnelle à cette moelle qui est désertique. Avec surtout un élément très important, c'est qu'il n'y a pas de cellules anormales, il n'y a pas de cellules malignes au niveau de la moelle osseuse. Et donc, ça nous permet d'éliminer déjà le diagnostic d'une leucémie aiguë. Donc, quand on a ces signes-là au myélogramme, il s'agit donc d'une pancytopénie d'origine centrale. Alors, on est obligé dans ce cas de pratiquer la biopsie ostéomédulaire, c'est-à-dire la ponction de moelle, elle permet une étude cytologique de la moelle parce qu'on retire du suc médulaire qu'on va étaler sur la lame et qu'on va regarder au microscope, alors que la biopsie médulaire, c'est enlever un fragment de la moelle osseuse qu'on va envoyer à l'anapathe pour une lecture histologique. Et c'est un examen qui est indispensable pour poser le diagnostic d'aplasie médulaire. Alors, qu'est-ce qu'elle va montrer, l'anapathe? L'examen histologique va dire qu'il s'agit d'une moelle hypoplasique ou désertique avec présence de tissu adipeux, donc de tissu graisseux. Donc, au lieu d'avoir du tissu hématopoïétique, nous allons avoir des lacunes graisseuses, donc du tissu adipeux qui remplace le tissu hématopoïétique. Et là aussi, il n'y a pas d'envahissement tumoral et il n'y a pas de myélofibrose. Donc, il n'y a pas de tissu fibreux au niveau de la moelle osseuse parce que s'il y a de la fibrose, de la myélofibrose, on va poser d'autres diagnostics et non pas le diagnostic d'aplasie médulaire. Alors, quand on a posé le diagnostic d'aplasie médulaire, il faut procéder à une classification, c'est une classification pronostique, c'est la classification de Kamita qui reconnaît 3 éléments. Donc, le taux de réticulocytes, les plaquettes et le taux de polynucléaires neutrophiles. Donc, ce sont les critères de gravité d'une aplasie médulaire. Si le taux de réticulocytes est inférieur à 20 000 éléments par millimètre cube, si le taux de plaquettes est inférieur à 20 000 éléments par millimètre cube, et si le taux de polynucléaire est inférieur à 500, il s'agit donc d'une aplasie médulaire sévère. Donc, si on a 2 critères ou plus, c'est une aplasie médulaire sévère. Si on a moins de 2 critères, c'est-à-dire un critère, c'est une aplasie médulaire modérée. Sur le plan étiologique, donc on a 2 grandes origines dont on a parlé tout à l'heure. On a l'aplasie médulaire congénitale et l'aplasie médulaire acquise. Les aplasies médulaires congénitales, la plus fréquente, la plus connue, c'est la maladie de Fanconi, qui est également appelée anémie de Fanconi. C'est une maladie héréditaire de transmission autosomale récessive. Sur le plan clinique, on va avoir les signes de l'aplasie médulaire, c'est-à-dire le syndrome d'insuffisance sanguine, syndrome anémique, syndrome hémorragique et syndrome infectieux, associés à des malformations. Ce sont des malformations qui sont très caractéristiques de la maladie de Fanconi. On peut avoir des pousses surnuméraires, des taches cutanées café au lait, une malformation rénale, un faciès particulier avec une micro-ophtalmie
Et donc, ce sont ces malformations qui nous orientent vers le diagnostic de maladie de Fanconi. Et l'âge moyen de diagnostic, c'est en général vers l'âge de 5 ans. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, chaque fois qu'il y a une aplasie médulaire chez l'enfant, il faut rechercher une aplasie médulaire congénitale. L'aplasie médulaire acquise, il y a plusieurs facteurs qui peuvent engendrer une aplasie médulaire. Premièrement, les agents toxiques, il y a les radiations ionisantes, qui peuvent être soit professionnelles, soit accidentelles. Il y a le benzène. Le benzène, vous allez le retrouver dans pratiquement toutes les hémopathies malignes. Et il y a les pesticides, donc tous les produits, les organophosphorés qui sont utilisés en agriculture ou pour tuer les insectes, etc. Tous ces produits chimiques sont hautement toxiques pour la moelle osseuse. Il y a également des médicaments qui peuvent entraîner une aplasie médulaire, bien sûr les anticancéreux, puisque le principe des anticancéreux, c'est de tuer les cellules malignes. Automatiquement, quand on tue les cellules malignes, on peut également tuer les cellules saines. Et tous les patients qui reçoivent une chimiothérapie sont susceptibles de faire une aplasie médulaire. Heureusement que ce sont des aplasies médulaires qui ne sont pas durables. Ce sont des aplasies médulaires qu'on peut récupérer après par un traitement symptomatique et donc ils vont durer un certain temps et ensuite la moelle osseuse va récupérer. Certains antibiotiques tels que le chloramphénicol, est reconnu comme un médicament pouvant entraîner une aplasie médulaire, le Bactrim également, certains anti-inflammatoires tels que la phénylbutazone et l'indométhacine qui sont utilisés dans le traitement, surtout en rhumatologie et en médecine interne. Certaines infections peuvent également donner une aplasie médulaire, surtout les hépatites virales, l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, l'infection HIV, donc le sida, et la tuberculose des organes hématopoïétiques peut être également à l'origine d'une aplasie médulaire. Mais dans 70% des cas à peu près, on ne trouve pas de cause d'étiologie de l'aplasie médulaire et on retient le diagnostic d'aplasie médulaire idiopathique. Et c'est après avoir fait une enquête étiologique, après avoir éliminé toutes les autres causes d'aplasie médulaire qu'on retient ce diagnostic d'aplasie médulaire idiopathique. Les principes du traitement, il y a d'abord le traitement symptomatique parce que vous avez un patient qui a une insuffisance sanguine, donc qui a une anémie, qui a un syndrome hémorragique, qui est infecté. Donc il s'agit de traiter toutes ces manifestations, c'est le traitement symptomatique. Et ensuite, on a le traitement spécifique de l'aplasie médulaire. Le traitement symptomatique, un patient qui a une anémie, je reprends encore, qui a une anémie qui est mal tolérée, donc avec en général un taux d'hémoglobine qui est inférieur à 7 grammes par décilitre, il faut transfuser. Il faut transfuser par des concentrés globulaires, isogroupe, isorésus. Un patient qui a un syndrome hémorragique secondaire à une thrombopénie, il faut transfuser par des concentrés plaquettaires. On peut donner de la corticothérapie à petite dose parce que à petite dose, c'est-à-dire à 0,5 mg par kilo par jour de cortencil, de prednisone, donc le cortencil et la prednisone, c'est la même chose. Donc, c'est à effet hémostatique. Il faut également conseiller d'éviter les injections intramusculaires, la prise de médicaments tels que tous les médicaments qui aggravent le saignement, tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, tels que le Voltaren, le diclofénac, le prophénide, etc. Tous ces médicaments doivent être évités chez tout patient qui a une thrombopénie et chez tout patient qui a une anomalie de l'hémostase et de la coagulation, les anticoagulants, le brossage violent des dents, donc il faut conseiller des brosses qui sont souples, il faut donner des conseils diététiques aux patients. Il faut également traiter de façon énergique toute infection par une antibiothérapie à large spectre. Si l'aplasie médulaire est sévère, il faut procéder au cours de l'hospitalisation à l'isolement du patient. Il faut préconiser des bains de bouche avec une alimentation stérile pour éviter les infections orales ou les infections digestives. Le traitement spécifique, dans les aplasies médulaires modérées,
On a recours aux androgènes. Pourquoi? Parce que les androgènes, ce sont des hormones qui sont reconnues comme étant stimulatrices de l'hématopoïèse. Et donc, on peut stimuler des foyers d'hématopoïèse chez les patients qui ont des formes modérées d'aplasie médulaire. Ça veut dire quoi, forme modérée? Ça suppose qu'il y a des cellules souches qui continuent d'être fonctionnelles. Et donc, en les stimulant, on va permettre au patient d'améliorer son tableau d'aplasie médulaire, d'améliorer sa pancytopénie. Donc, les androgènes peuvent donner de bons résultats et on utilise des médicaments tels que le danazol ou le Livar. Mais le traitement qui permet de guérir cette maladie, c'est la greffe de cellules souches. Nous avons une moelle osseuse qui ne fonctionne pas, qui ne travaille pas. Nous allons la remplacer par des cellules souches, par une greffe de cellules souches qui sont fonctionnelles, à condition que le patient ait un donneur HLA compatible et à condition qu'il soit âgé de moins de 50 ans pour pouvoir lui proposer la greffe de cellules souches. Si le patient ne dispose pas de donneur HLA compatible ou s'il est âgé, et dans le cas d'une aplasie médulaire sévère, on peut recourir à un traitement immunosuppresseur. Pourquoi les immunosuppresseurs? Parce que, en fait, on s'est rendu compte que pour les aplasies médulaires qu'on appelait idiopathiques, il y avait toujours un conflit immunologique, c'est-à-dire un conflit antigène-anticorps qui sont dirigés, donc des auto-anticorps qui sont dirigés contre les cellules souches. Et en donnant un traitement immunosuppresseur par la cyclosporine ou en utilisant un sérum antilymphocytaire, on peut guérir les formes graves, certaines formes graves d'aplasie médulaire. Et actuellement, ce qui est utilisé, c'est l'association des deux, l'association du sérum antilymphocytaire et de la cyclosporine. Et ça, c'est pour inhiber la réaction immunologique qui est à l'origine de la destruction des cellules souches hématopoïétiques.
Ça y est. C'est bon. Pour voir les questions. Ah, faut faire la question. Ah, d'accord. Donc, on va continuer. Donc, on va continuer avec les questions. J'ai une question ici. En cas d'aplasie médulaire secondaire à une telle étiologie, si on traite l'étiologie, est-ce que ça peut améliorer le pronostic de l'aplasie? Effectivement, quand il y a une étiologie virale, surtout virale, ou quand il y a telle qu'une tuberculose, par exemple des organes hématopoïétiques, si on traite bien sûr la tuberculose, l'aplasie va être réversible et on va corriger l'aplasie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, pourquoi il n'y a pas de syndrome tumoral? Parce que le syndrome tumoral, c'est quoi? Le syndrome tumoral traduit un envahissement de l'organe hématopoïétique par des cellules malignes. Et donc, dans la mesure où dans l'aplasie médulaire, il n'y a pas de prolifération de cellules malignes, c'est une moelle osseuse qui ne travaille pas, qui ne fabrique pas assez de cellules parce qu'elle manque de cellules souches. Donc, il n'y a pas de syndrome tumoral, il n'y a pas d'adénopathie, il n'y a pas de splénomégalie, il n'y a pas d'hépatomégalie parce qu'il n'y a pas de cellules malignes circulantes qui vont aller coloniser les autres organes hématopoïétiques. Donc, dans l'aplasie médulaire, il n'y a pas de cellules malignes. Pourquoi on donne du sérum anti-lymphocytaire alors qu'on a... Alors, le sérum anti-lymphocytaire, le but... D'accord, donc on me dit que ça va se terminer dans 10 minutes. Il n'y a pas de souci, je continue à répondre aux questions. Alors, le sérum anti-lymphocytaire, il va agir dans la réaction immunologique. Ça n'a pas de rapport avec le taux de globules blancs. Donc, le but du sérum anti-lymphocytaire, c'est d'inhiber la réaction immunologique. Alors, l'hyperlymphocytose au niveau du myélogramme, elle est due à quoi? C'est une hyperlymphocytose réactionnelle, c'est-à-dire que cette moelle qui est désertique, si vous voulez, la nature a horreur du vide. Donc, cette moelle osseuse qui est désertique va être réoccupée par des lymphocytes. Alors, l'activité médulaire est toujours récupérable. L'activité médulaire est récupérable dans l'aplasie médulaire secondaire dans certaines situations, c'est-à-dire quand il s'agit par exemple d'une tuberculose, quand il s'agit de certains médicaments qui peuvent donner, comme les anticancéreux, qui peuvent donner des aplasies médulaires qui sont passagères et qu'on peut récupérer. Et par exemple, il y a des aplasies médulaires dans l'hépatite virale. L'aplasie médulaire, des fois, elle est tellement sévère qu'on est obligé d'aller rapidement vers la greffe de moelle, sinon on perd le patient. Donc l'aplasie médulaire secondaire n'est pas toujours facile à gérer. Alors, c'est quoi le mécanisme d'action de la cyclosporine? La cyclosporine va inhiber la réaction immunologique qui est la fabrication d'auto-anticorps dirigés contre les cellules souches. Vous n'avez pas compris, je suis en train d'expliquer le traitement des immunosuppresseurs. Donc, on a dit que pour les aplasies médulaires idiopathiques où on ne retrouvait pas d'étiologie, il s'agit en fait d'un conflit immunologique qui est fait de la fabrication d'auto-anticorps dirigés contre les cellules souches. Et donc, en inhibant cette réaction immunologique de destruction des cellules souches par les auto-anticorps, en utilisant un immunosuppresseur, on arrivait à contrôler l'aplasie médulaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on ne peut pas savoir si l'aplasie médulaire est d'origine auto-immune.
En fait, sur le plan pratique, non. Nous, on retient le diagnostic d'aplasie médulaire auto-immune après avoir éliminé toutes les autres causes, c'est-à-dire après avoir fait un interrogatoire poussé pour voir qu'est-ce que le malade a reçu comme, qu'est-ce qu'il a pris comme médicament, qu'est-ce qu'il a reçu, est-ce qu'il a, il a reçu, est-ce qu'il, par rapport à sa profession, est-ce qu'il est exposé à un rayonnement, à des produits toxiques, etc. Et en faisant systématiquement une recherche de l'hépatite virale, euh, de l'infection HIV du sida et en recherchant le bacille de Koch, le BK pour la tuberculose. Donc, c'est après avoir éliminé les autres causes d'aplasie médulaire qu'on retient le diagnostic d'aplasie médulaire idiopathique et qu'on va traiter comme une aplasie auto-immune. Alors, dans la maladie de Fanconi, oui, on retrouve toujours les malformations. C'est ce qui permet d'évoquer le diagnostic de Fanconi. Oui, effectivement. Il y a souvent une agénésie radiale, il y a souvent des malformations rénales, parfois carrément une ectopie rénale, etc. Et c'est pour ça que on évoque cette maladie quand il y a une association avec un syndrome d'insuffisance sanguine. Alors, y a-t-il d'autres questions? C'est moi qui vous remercie. J'espère que ça a été bénéfique. Alors, donc, une autre question. On me dit donc les immunosuppresseurs. Oui, les immunosuppresseurs ne sont indiqués que quand on a une aplasie médulaire idiopathique. Voilà. Pas d'autres questions? Je pense que c'est fini. Je vous remercie et au prochain cours. طيب خلينا الله فيديو هنا بيحطها في السيت. ما كملتي في ترميم؟